Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de France DevOps, puisqu'on est en webinar. Malheureusement, on n'a pas pu faire cette présentation en présentiel dans les locaux de gens de confiance, mais ce sera pour la prochaine fois. Donc ce soir, on accueille Guillaume qui va nous faire un talk, un retour d'expérience sur Istio. Avant ça, je vais juste vous demander si vous entendez tous le son correctement. Et je vais regarder Hello World, j'imagine que c'est bon. Oui, bienvenue, ok, impeccable. Côté logistique, donc vous avez le chat si vous voulez échanger pendant la présentation, et juste à côté, donc il y a le petit onglet pour poser vos questions. On posera les questions à Guillaume à la fin de la présentation, et si vraiment il y en a qui peuvent être posées pendant la présentation, on essaiera de couper Guillaume au bon moment. Je pense que j'ai tout dit. Guillaume, je te laisse te présenter et enchaîner sur ton talk. Bon courage. Sur mon partage d'écran, alors, hop, c'est celui-là. Hop. Du coup, bonjour et bienvenue à ce petit retour d'expérience qui s'intitule Service Mesh. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer du coup de vous présenter un peu ce qu'est un service mesh et quels sont les intérêts, les quelques soucis que j'ai pu représenter. Alors tout d'abord, qui je suis? Moi, je m'appelle Guillaume Lacoste. Ça fait plus ou moins 4 ans que je fais du DevOps. Je suis DevOps chez... C'est le nom du poste, ce coup-ci. Chez Tister, en charge de l'infrastructure, donc principalement tout ce qui va concerner tous les problèmes d'automatisation et de monitoring. Donc, petit disclaimer, les opinions présentées ici sont les miennes et ne représentent en aucun cas celles de mon employeur, parce que c'est toujours bien d'assurer ses arrières. Alors, au programme, ce soir, donc je vais d'abord commencer par essayer de vous donner une idée de ce qu'est un service mesh, puisque c'est pas forcément un terme qui part à tout le monde et qui est pas forcément très explicite. Quels en sont les intérêts? Pourquoi est-ce que vous voudriez installer ça sur votre système? Et quels sont les pièges dans lesquels j'ai pu éventuellement tomber lors de mon installation et de mon petite aventure avec Istio. Alors, il faut savoir que Istio, moi j'ai installé ça dans le cadre d'un cluster Kubernetes qui est déployé qui est managé chez Google. Donc du coup, la présentation va être un peu partiale aux problématiques plutôt côté Google. Donc s'il y a des soucis qui sont spécifiques à Amazon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider. Et elle prend du coup aussi du principe que vous avez une certaine connaissance de certains concepts Kubernetes, au moins superficiels, comme les pods, les nodes et tout ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire des petits rappels, parce que ça convient à tout le monde. Alors, les petits rappels rapides. Alors, qu'est-ce qu'un node au sens Kubernetes? Du coup, ça va être souvent une machine virtuelle, vous pouvez utiliser machine physique, mais souvent une machine virtuelle, qui vient faire partie d'un cluster Kubernetes, et donc sur lequel on va pouvoir venir déployer des pods. Un pod, c'est l'unité de base en fait de l'orchestrateur Kubernetes, qui est un orchestrateur de conteneurs. Et donc ça va être un groupe de conteneurs, souvent un, mais on peut en avoir 4 ou 5 assez facilement, qui du coup vont fonctionner en unité sur un même réseau local avec des ressources partagées, tout ça. Et donc ensuite, du coup, ces pods, si vous voulez pouvoir y accéder depuis le reste de votre cluster, on va utiliser ce qu'on appelle un service, qui va du coup donner, c'est pas une URL, mais qui va ouvrir un point d'entrée en fait, disponible en interne pour les autres déploiements que vous pouvez avoir sur votre cluster sur ce groupe de pods. Et ensuite, si vous voulez venir exposer du coup ces pods vers l'extérieur, vous allez utiliser ce qui s'appelle un ingress, qui du coup va pointer sur un service, dans un sens sur un service, et de l'autre sur une IP, une URL, un load balancer, ça dépend comment vous avez fait votre système. Si vous êtes très familier avec Kubernetes, c'est des définitions qui sont très incomplètes, mais qui seront suffisantes du coup pour le reste de cette présentation. Alors, du coup, la grande question de ce soir, qu'est-ce qu'un service mesh? Alors, un service mesh, si on veut utiliser une définition qui fait un peu, on va dire, dictionnaire, c'est une couche d'infrastructure réseau configurable à faible latence. Mais en disant ça, j'ai un peu rien dit. Donc du coup, en fait, c'est un service mesh, ça va être un réseau qui va être composé de 2 éléments qui va venir s'ajouter en fait sur votre réseau physique en fait existant déjà, ou virtuel si vous avez un VPC, qui va permettre de rajouter du coup des fonctionnalités sur la communication entre les différents éléments de votre système. Alors, vous le remarquez tout de suite, du coup, les services mesh, c'est quelque chose qui est très orienté infrastructure avec des microservices, puisqu'on va à chaque fois parler d'éléments, en fait, différents éléments d'une application qui vont venir se parler entre eux. Si vous avez un gros monolithe,
tout de suite, ça va être vachement moins intéressant. Du coup, les deux parties du service mesh. Donc, vous avez d'un côté ce qu'on va appeler le data plane, qui va être composé en fait de proxys très légers, qui vont venir être déployés auprès de chacun des éléments de votre application. Donc, chacun de vos microservices, en gros, va se voir assigner un proxy qui va venir gérer toutes ces communications avec l'extérieur. En termes de Kubernetes, on va venir parler de sidecar, on parle d'un conteneur qu'on vient greffer sur un pod déjà existant, et un peu comme un sidecar sur une moto. Voilà, la métaphore est pas... Voilà, elle existe, elle est parlante. Donc du coup, ce proxy va venir se déployer, et du coup, le deuxième élément de service mesh, ça va être un control plane qui va venir être composé d'éléments qui vont venir contrôler du coup tous ces proxys pour organiser le trafic et vous permettre de bénéficier de l'avantage d'un service mesh. Alors visuellement, ça donne ça du coup. Vous vous retrouvez du coup ici avec votre control plane qui va être composé d'un ou de plusieurs éléments. En général, c'est mieux d'en avoir plusieurs en termes de redondance. Dans le cas d'Istio, celui-là, il s'appelle IstioD. C'est le démon Istio qui vient gérer du coup toute cette orchestration. Et vous retrouvez ensuite du coup vos pods, dans lequel vous avez les conteneurs qui définissent initialement votre application, auquel vient s'adjoindre un proxy. Et donc, comme vous pouvez bien le voir sur le schéma, votre app, du coup, maintenant, elle va parler uniquement avec ce proxy qui va venir orchestrer les communications avec tout le reste. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc, on va partir du principe que oui. Très bien. Alors, du coup, quand je vous dis ça comme ça a l'air un peu simple quand même. Du coup, est-ce qu'on peut se demander est-ce que c'est vraiment le cas? Et non, en fait, il y a un piège. Le service mesh, c'est un système qui est très complexe parce qu'en fait, ça vient impacter, déjà de base, sur le principe, ça vient impacter potentiellement beaucoup de composants. Par exemple, chez Tister, on a à peu près, on va dire, 400 pods qui peuvent tourner en simultané sur notre cluster de production. Et la tierté, parce on va pas pinailler, mais une bonne partie de ces pods, en fait, facilement les trois quarts, on va dire, ont un sidecar Istio qui viennent se greffer sur eux pour venir orchestrer tout ça. Et donc, si Istio est mal configuré, tous ces composants, ils se parlent plus, et du coup, toute la prod est par terre. Donc, comme vous voyez, c'est un système, on vient rajouter un élément au système qui peut être donc source de problèmes. Et comme c'est des problèmes réseau, comme Facebook nous l'a montré récemment, ça peut devenir très vite très grave. Et ensuite, ça nécessite aussi du coup de gérer tout ce parc de petits proxys, qui peut être potentiellement très gros, parce que si vous faites très rapidement les maths, ça fait environ 300 pods en production. Je suis le seul DevOps titulaire chez Tister, donc on a un ratio proxy ingénieur qui est à peu près de 300 pour 1. Heureusement, on est en 2021, on automatise pas, on commence à avoir des très bonnes technologies, on a des très bonnes technologies d'automatisation, et donc du coup, ça c'est très mitigé. Mais du coup, maintenant que je vous ai un peu déballé ça, vous vous demandez peut-être, mais du coup, pourquoi est-ce que j'aimerais rajouter un truc comme ça qui peut me mettre ma prod à l'envers? Ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et vous auriez raison. Et ben, la raison pour laquelle vous ferez ça, c'est qu'un service mesh, ça vient apporter des fonctionnalités supplémentaires à votre réseau qui en vaillent vraiment le coup et qui, du coup, vont s'axer autour de 3 axes d'intérêt principaux: la sécurité, la fiabilité et l'observabilité. Et on va les prendre dans l'ordre. Alors, tout d'abord, d'un point de vue sécurité. Comme vos proxys, en fait, vont venir gérer l'entièreté des communications entre vos différents composants, ça va vous permettre de rajouter une nouvelle couche de sécurité à ce niveau-là. Là où vous auriez déjà potentiellement de la sécurité à l'intérieur de votre app, par exemple avec de la crypto déjà avec de la cryptographie déjà à l'intérieur des échanges de votre application, vous auriez de la sécurité à l'extérieur de votre écosystème Kubernetes, avec des pare-feux, des règles, des access control list, tout le tintouin, un CDN, tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir venir rajouter du coup du MTLS pour venir chiffrer pour venir ajouter une couche de chiffrage en fait entre vos différents microservices du coup. Ce qui vous permettrait, en théorie, de garder vos échanges sécurisés, même sur un réseau compromis. Évidemment, disclaimer, n'utilisez pas des réseaux que vous savez compromis.
c'est pas forcément une bonne idée. Mais ça vient vous rajouter une couche de sécurité à ce niveau-là. Vous avez également accès du coup à des systèmes d'authentication et des authorization policy qui vous permettent de venir isoler logiquement en fait au sein du mesh différentes ressources. Admettons par exemple pour que vous ayez une partie de votre système qui vient gérer, moi je sais pas, une flotte de bateaux de pêche. Donc il y a 4-5 microservices qui sont ici, qui sont le système de gestion des bateaux de pêche, hein, pourquoi pas. Puis à côté, vous avez un autre système qui, lui, s'occupe plus de paiement pour, je sais pas, on va dire la vente des poissons, vu qu'on est vu que visiblement on est dans une ambiance maritime maintenant, et qui du coup a des données de paiement et machin, qui est beaucoup plus sensible. Et ben grâce à un service mesh, en fait, vous venez mettre en place des policies qui vont venir mettre une barrière logique entre ces deux éléments-là, et donc si vous avez un microservice qui est compromis, on va dire, dans votre système de bateau de pêche, il va être incapable de venir demander des informations, peu importe d'une façon ou d'une autre, à la partie qui va gérer toute la partie paiement. Donc ça va permettre d'isoler logiquement des parties de votre système qui peuvent être plus sensibles que d'autres, et du coup de rajouter encore une couche de sécu en plus. Parce que je commence à vendre du rêve déjà là un peu. Alors ensuite, sur la partie fiabilité. Le fait d'avoir une couche comme ça, réseau programmable, qui va venir observer les échanges directement entre les différents composants de votre système, ça vous permet d'avoir un contrôle plus fin pour faire du routage un peu plus avancé. Vous allez par exemple pouvoir dire que, au-delà de la logique code, de venir dire que si une API a déjà raté 4 fois sa communication avec une autre API, bah c'est pas la peine. On lui dit on va couper du coup toutes les ressources d'avant, ce qui va vous permettre du coup d'éviter des surcharges, des pics de charge en fait qui seraient dus à des boucles d'échecs. Vous allez aussi pouvoir avoir des fonctionnalités de load balancing qui vont vous permettre de gérer à ce niveau-là la répartition de la charge sur un groupe de pods. Et plein d'autres comme ça, qui vont du coup vous permettre de gérer de manière beaucoup plus fine et d'optimiser votre réseau. Vous avez aussi des outils qui vont vous permettre d'améliorer la résilience de votre écosystème de microservices. Des timeouts, des circuit breakers, de la fault injection, qui vont vous permettre, par exemple dans le cas de la fault injection, qui est un outil très, très intéressant du coup, surtout au niveau, quand vous êtes toujours à un stade de développement, de venir ajouter des erreurs au hasard. Par exemple, si votre objectif, on va dire par exemple au niveau de l'équipe de développement est de faire un système qui est plus résilient, vous pouvez dire ok, je vais vous déployer ça là, et puis je vais ajouter un pourcentage d'erreurs au hasard sur quasiment toutes les communications. Et le but du jeu maintenant, ça devient de faire en sorte que l'application fonctionne quand même. Et donc vous avez du coup ces outils qui vont vous permettre d'améliorer à ce niveau-là. Et donc un système plus résilient, c'est un système qui casse moins, c'est un système qui fonctionne mieux, et c'est des clients plus contents. Voilà. Et le dernier point, qui est le point qui nous a motivé essentiellement à Tister pour passer dans un premier temps sur Istio, l'observabilité. Puisque une problématique qu'on avait quand j'ai rejoint Tister fin de printemps dernier, était que les seuls outils de monitoring en fait qui étaient disponibles étaient les outils qui étaient préintégrés à Google. Alors ils ont le mérite d'exister, on peut en faire beaucoup de choses, mais on avait un peu de mal du coup à nous y retrouver, et avoir une vraie visualisation de l'architecture de l'architecture microservice du système. Et si vous avez déjà un peu bossé avec des microservices, vous savez déjà que ça peut devenir très très compliqué très vite. Parce que il me semble, pour donner un ordre de grandeur, il me semble que chez Tister, on doit avoir une trentaine d'API différentes qui se parlent les unes aux autres dans notre écosystème, qui bien sûr se répliquent en fonction de la charge. Et donc du coup, ça devient très vite très compliqué. Du coup, ce que va vous permettre un service mesh, c'est que comme le service mesh, il gère les échanges à la place de vos composants eux-mêmes, ils savent qui parle à qui. Et du coup, comme ils savent qui parle à qui, ils sont capables de vous sortir des beaux graphiques topologiques, je vais vous montrer juste après, de votre écosystème, qui vous permettent de visualiser très facilement et très rapidement, en fait, ce qui se passe actuellement dans votre système, et éventuellement
ou ça coince. Et donc ça, c'était un des trucs qui nous a énormément motivé parce que du coup, ça nous permet de trouver très vite, en fait, quelle est l'API qui est en train de rater et d'avoir des soucis quand on a un problème qui nous remonte en fait de la production. Notre client se plaint que la page est lente, ok, il est où le souci, on regarde très vite, et très vite, on a notre flèche rouge qui arrive, je vous montre ça juste après, et on sait où c'est. Ça permet aussi de faire du tracing de requêtes à l'aide de l'outil qui s'appelle Jaeger, qui va du coup vous permettre. Alors il y a un peu de, je reviendrai peut-être après dessus, mais il y a un peu de configuration à faire côté applicatif à ce niveau-là, mais qui vous permet une fois que c'est bien configuré en fait de pouvoir tracer en fait une requête de l'endroit où elle est de votre point d'entrée de votre système à la première API qu'elle a visitée, puis la deuxième, puis le point de sortie. Et donc qui du coup vous permet de faire très facilement du diagnostic en fait pour trouver la source du vrai problème que vous avez vu avant sur votre graphe. Donc du coup le graphe qui est parce que c'était le motivateur principal pour nous, le reste on trouvait ça génial, mais on le voulait surtout. Et ben alors si vous regardez du coup l'outil Kiali du coup qui est l'outil qui est le graphe qui est en fait associé à comment ça s'appelle, à Istio, ça se présente comme ça. Voilà. Hop. Donc ça vous donne, comme vous pouvez voir, du coup, très facilement, vos points d'entrée, par où ils passent, quelles sont les API vers lesquelles ils se sont retrouvés. C'est très joli. Donc ça, c'est des graphes, c'est un graphe de démo que j'ai récupéré sur Internet qui montre un peu ce que peut faire Kiali. En pratique, chez nous, c'est devenu un peu plus compliqué que ça, parce que notre graphe, il ressemble à ça en staging. Alors, ici, vous avez le point d'entrée. Les flèches bleues, c'est des connexions en TCP. Les flèches vertes et jaunes, c'est des connexions en HTTP. Comme vous pouvez voir, c'est déjà un peu plus fouillis. Donc il y a beaucoup de paramétrage à faire et tout ça. Et ça, c'est que notre environnement de développement. Notre production, elle ressemble à ça. C'est gros, il y a un peu de tout. Du coup, pour expliquer un peu plus en avant, je vais retourner sur le graphe d'avant. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre un graphe. On va repartir sur un graphe plus simple. Comme ça, je peux pouvoir plus me pencher dessus. Donc du coup, donc comme vous pouvez voir, donc du coup, vous avez ce graphe qui est beaucoup plus agréable que celui que je vous montre avant. Je reviens juste une seconde sur celui-là pour pas trop vous déprimer. Vous avez, alors ça finalement, c'est une impression écran. Quand vous êtes sur l'interface, vous pouvez en fait, du coup, si vous sélectionnez, par exemple, on peut voir qu'à l'instant où j'ai pris ça, il y avait des légers soucis de communication entre l'API qui est ici et l'API qui est ici. Et donc, si j'étais venu double-cliquer sur l'API qui est là, il m'aurait sorti un graphe, en fait, uniquement avec cette API et les composants avec lesquels elle était en train de parler. Donc, celui qui est ici, celui qui est ici et celui qui est ici. Ce qui est un graphe beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à analyser. Voilà. On va retourner sur celui-là. Dans les petites fonctionnalités très sympathiques aussi, vous pouvez de mettre des petites animations de trafic qui viennent animer des points, qui viennent se promener du coup le long des flèches, avec une densité proportionnelle à la quantité de requêtes ou la taille du trafic en fait qui passe entre les trucs, qui le rend très agréable à regarder. Du coup, pourquoi est-ce que ce genre de graphe nous permet de trouver très rapidement en fait les endroits où on va planter? C'est comme vous pouvez le voir, les flèches en fait qui sont là en verte vont changer de couleur en fonction du graphe qui va se trouver ici, qui va prendre toutes les requêtes sur sur un temps défini et en fonction du pourcentage de requêtes qui vont faire des 500, des 400, des 300 et ainsi de suite, va venir colorer la flèche. Et donc du coup, si vous avez un souci de communication entre deux composants, vous ouvrez votre graphe, vous regardez les couleurs de vos flèches, là où c'est rouge, le problème est là. Alors après, quel est le problème? C'est toujours un peu plus compliqué, mais au moins vous savez d'où ça vient. Donc pareil, vous avez tout un tas de fonctionnalités qui vous permettent de venir regarder à quel moment ça commence à grandir, si c'est par des pics, si ça fait juste une courbe et que c'est en train d'empirer, ainsi de suite. Vous avez aussi ici une petite série de menus qui vous permettent, notamment au niveau de l'onglet Workloads, qui va venir vous permettre de gérer graphiquement en fait toutes les fonctionnalités dont je vous parlais un peu avant, de fault injection, de mettre des timeouts, des retries, des choses comme ça. Et donc c'est cet outil qui nous a principalement incité à installer. Et aujourd'hui on l'a et mes développeurs l'adorent.
Et aussi, on sait à quoi ressemble notre mesh. Ok. Du coup, maintenant que je vous ai expliqué que c'était bien, je vous propose de passer à la partie où je galère. Avec un peu de chance, vous rigolerez un peu. Parce que Istio, une fois que c'est installé, ça a l'air un peu magique. On a juste, surtout du point de vue des développeurs, qui ont juste à, eux, ils mettent leurs applications comme d'habitude et ça se fait tout seul. Ça vient injecter un sidecar sans qu'ils aient rien à faire. Ils ont rien de spécial à configurer, ou presque. Et après, ils ont juste leur beau graphe qui se passe et puis ils savent quand ça marche pas. Mais du point de vue du DevOps, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est pas que magique. Puisque déjà, on va passer sur le premier problème. Les Kubernetes jobs, eh ben, ils sont pas sympas. Alors, un job dans Kubernetes, c'est une définition au même titre qu'un déploiement, ce qui va définir des pods, en fait. Sauf que la spécificité du job, c'est que les pods ont une vocation à être temporaire. On vient lancer une charge de calcul et on attend que ça termine. Et une fois que c'est terminé, on a fini. Normalement, ça, c'est le workflow. Le seul souci, c'est que quand on vient ajouter un sidecar Istio, on vient ajouter un nouveau conteneur dans ce pod. Donc du coup, maintenant, on a le conteneur de calcul qui, lui, va se terminer quand il a fini ses calculs. Et on a le proxy Istio qui est là. Sauf que du coup, une fois que le conteneur de calcul est terminé, le proxy Istio, lui, il fait sa vie, quoi. Et du coup, d'un point de vue Kubernetes, il n'y a pas vraiment de manière de gérer ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez du coup avec toute une série de jobs qui ont terminé, mais que Kubernetes ne considère pas comme terminé, puisque vous avez encore un conteneur qui tourne dedans. Alors, j'ai eu une petite lueur d'espoir au tout début, puisque Kubernetes met à disposition en fait des développeurs un truc qui s'appelle le hook prestop. Donc c'est un hook qui va se déclencher au moment où votre pod va se terminer pour effectuer des actions supplémentaires avant de le terminer. Sauf que le problème, c'est que il est inutile celui-là pour notre problème spécifique, parce que le problème qu'on a à la base, c'est que le pod il se stoppe pas. Bon, du coup j'ai passé quelques jours à fouiller un peu et j'ai fini par trouver on va dire un saint graal au fin fond d'une issue du projet Istio sur GitHub, qui consiste à faire le bout de code que vous voyez au-dessus. Parce qu'en fait, on a trouvé deux solutions. Puisqu'on avait deux composants qui étaient impactés par ce problème. Le premier n'a pas été très impacté, puisqu'en fait, dans sa logique logicielle, il crée le pod du job, et puis il le tuait de lui-même une fois qu'il avait son résultat. Et donc, du coup, comme il fait le ménage derrière lui, on n'a pas le problème à ce niveau-là. Et l'autre solution du coup qu'on a trouvé pour notre deuxième composant, c'était de changer légèrement le point d'entrée de nos conteneurs de calcul pour qu'il lui demande de stopper le sidecar et puis après il s'arrête. On a de la chance qu'il y a eu quelques mises à jour sur Istio, puisque si j'ai bien suivi, il y a 1 an ou 2, ça aurait pas marché avec Istio. Donc je vais vous expliquer un peu ce que fait le code ici. Alors ce code, il est utilisé pour surcharger le point d'entrée en fait du conteneur, qui est, pour faire très simple, la commande qui va se lancer quand on lance le conteneur. C'est un peu plus subtil que ça, mais pour l'explication, ça va suffire. Donc, basiquement, celui-là, il ouvre un terminal, il prépare ses machins, et ensuite, il va commencer par un petit until curl. Donc là, il va venir récupérer le statut du proxy, qui est sur le 15.21, et localhost, puisque comme je vous l'avais dit tout à l'heure, au sein d'un pod, ils partagent un réseau local. Les conteneurs partagent un réseau local. Donc il vient récupérer son statut ready. Tout en faisant ça, il va faire un petit waiting for sidecar qu'on se demande pas ce qu'il fasse dans les logs. Une fois qu'il a fait ça, il nous explique où il en est. Il lance la commande de calcul, qui chez nous, comme on fait du JavaScript, en fait, sont des script nodes. C'est pour ça qu'il y a un node index.js. Et du coup, une fois qu'il a fini ça, il vient sortir un statut et ici, il vient taper un autre endpoint toujours du sidecar, qui s'appelle KitKitKit. Mes développeurs ont cru que je me foutais de leur gueule au début quand je leur expliquais que c'était vraiment un truc. Mais chez Istio, ça s'appelle KitKitKit, et qui lui vient du coup terminer gracieusement le proxy,
Et après, une fois que le proxy est terminé gracieusement, il se termine. Et donc, du coup, d'un point de vue Kubernetes, quand on arrive à la fin du job, eh ben, on a le proxy qui s'éteint, le conteneur principal qui s'éteint. Et donc, du coup, le job est terminé. Il est dans le bon statut d'un point de vue Kubernetes. Et tout le monde est content. Alors, cette solution, elle est sympa, mais elle a juste un léger souci, du coup, c'est que techniquement, c'est déjà un peu un hack. C'est pas ça rentre pas dans un workflow tout à fait classique, on va dire Kubernetes. Et elle vient en fait au souci, le souci est que du coup on vient surcharger. Alors soit on vient surcharger le conteneur, soit on intègre cette commande directement au conteneur de calcul. Les deux solutions ont des problèmes, ont des petits problèmes qu'il faut gérer. Si on vient surcharger, il faut bien s'assurer que lors des évolutions du conteneur qu'on lance, ce soit bien identique. Parce que si on lance la mauvaise commande ici, on vient du coup casser tout le workflow. Si c'est intégré directement par le développeur dans son conteneur, et ben le souci derrière que si on le lance pas dans l'écosystème où il y a Istio, et ben il se lancera jamais puisqu'il va perpétuellement attendre que celui-là lui renvoie ready. Et s'il n'y a pas de sidecar Istio, bah, ça va pas marcher. Donc c'est pas une solution qui est parfaite, mais aujourd'hui ça marche et puis ça fait un bon mois que ça tourne dans notre production et on n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, si vous voulez le code si après coup vous voulez le code, vous avez le souci et vous voulez le code plus d'une manière copier-collable, n'hésitez pas à me demander. Alors, ensuite, puisque c'est pas la seule réjouissance, on va passer à la suite, on va passer à la prochaine. Des très légères interruptions réseau. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec le petit schéma, Istio vient s'intercaler sur toutes les communications à l'intérieur de votre système. Du coup, s'il y a une coupure Istio, il y a une coupure du réseau du point de vue de votre application à cet endroit-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est pour des raisons techniques, chaque proxy vient réinitialiser sa connexion avec l'écosystème, avec le reste des proxys, avec le contrôleur surtout, régulièrement. Ils font ça essentiellement pour des raisons de load balancing vis-à-vis des éventuels réplicas d'Istio-D et de la qualité du réseau. Il y a tout un thread qui explique ça dans leurs issues sur GitHub, si vous voulez, tout le blabla technique. Mais en gros, il faut savoir que ça arrive. Alors en pratique, nous, ce qu'on a constaté, c'était que par défaut, il faisait ça toutes les demi-heures. Et expérimentalement, chez nous, ça met à peu près 100 millisecondes à se remettre. Certains composants peuvent ne pas aimer ça. Et on a eu notamment certains de nos composants qui discutaient avec un RabbitMQ qui avaient beaucoup de mal à se reconnecter quand ils essayaient de vérifier qu'ils continuaient bien à être connectés au moment de l'indisponibilité. Alors, si vous voulez vous amuser à faire le calcul, 100 millisecondes d'indisponibilité par demi-heure, ça fait un réseau qui est disponible à 99,996%, ce qui est très bien, normalement. Et donc, du coup, quand on a essayé de chercher comment régler ça, et ben en fait, le souci vient pas tant que ça d'Istio. Et donc, du coup, ce qu'on a fait sur nos composants, c'est de rajouter des mécanismes pour retry et timeout. Donc, pour retry, si une requête échoue, on vient la réessayer. Et normalement, on n'a pas eu et si on a bien géré notre truc, on retombe pas dans la même fenêtre de déconnexion. Et le timeout, pareil, c'est pour éviter du coup de lancer, on va dire, bon, je vais exagérer un peu, mais une requête par milliseconde pendant les 100 millisecondes où le réseau est indisponible. Et du coup, après, se dire, ah bah regarde, ça n'a pas marché, il a essayé 100 fois. Donc avec ces deux combinaisons-là, on vient mitiger du coup ce souci et du coup on retombe pas dedans immédiatement. J'en ai aussi lancé des sujets pour voir comment est-ce qu'on peut gérer du coup des échecs de requêtes en interne d'un point de vue plus de logique plus applicative. Et pour paraphraser un peu un contributeur Istio qui m'avait fait un peu rire quand j'ai trouvé ça dans une issue sur GitHub. Si votre API supporte pas un réseau qui est disponible à 99,99%, votre problème, c'est pas Istio. Et donc, je vous encourage à faire des microservices qui sont résilients et qui peuvent survivre à un échec de réseau.
ce qui est un piège dans lequel il peut être facile de tomber quand on développe un peu dans notre propre écosystème où tout fonctionne du premier coup, et ainsi de suite. Je ne jette la pierre à personne, ça arrive à tout le monde. Et donc du coup, on va s'acheminer. Ok. Et ouais, bah voilà, maintenant tu sais. Du coup, on va s'acheminer vers le troisième problème, qui est que Prometheus est un glouton. Alors pourquoi je vous parle de Prometheus d'un seul coup? Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle d'observabilité. Alors on n'a pas encore le MTLS, et on ne s'est pas encore penché sur sur un problème de performance. Mais c'est une bonne question. Je verrai ça, on travaillera là-dessus, je pense, à un moment. Mais bon, problème de priorisation dans les chantiers, toujours. Donc pourquoi je vous parle de Prometheus d'un seul coup? Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, je vous parle un peu d'observabilité et tout ça, et donc du coup, ça implique que quelque part, on a des métriques, puis on les stocke, puis on les exploite. Et donc, du coup, il y a un Prometheus qui se promène quelque part, une solution qui permet quand même de faire ça de manière assez efficace, et qui est préintégré, qui est facilement intégrable avec Istio. Relativement facilement, encore une fois. Et donc, le souci qu'on a avec Prometheus, c'est que le service mesh, du coup, vient pousser des métriques dans Prometheus à chaque fois qu'il se passe un truc. Donc, du coup, plus il se passe de trucs sur votre service mesh, plus il va pousser de métriques dans Prometheus. Et plus il va pousser de trucs dans Prometheus, plus Prometheus va se mettre à manger de la RAM. Et ça peut devenir très rapidement un problème quand vous avez beaucoup d'activités et pas tant de RAM que ça sur Prometheus. Et le souci qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas vraiment de manière de limiter ça. Istio n'a pas de fonctionnalité pour gérer ça. Lui, il est dans une logique bête de il se passe un truc, je le dis. Dans Prometheus, on peut savoir si on veut compenser ou pas, si on veut scraper plus ou moins avec une fréquence plus ou moins élevée. Donc, mais du coup, plus on scrape avec des fréquences lentes, plus on va perdre en précision, en granularité. Et il y avait une fonctionnalité à un moment qui permettait de caper l'usage de la RAM dans Prometheus, mais elle a été retirée. Et le souci avec ce problème-là, c'est qu'on a finalement pas fini à trouver de solution miracle. Mais du coup, on a mis en place des petites stratégies de mitigation pour nous permettre d'éviter que ça parte en problème. Oui, mais on a. Tu peux gérer ça. De manière. C'est gérable, mais c'est compliqué. Et donc du coup, nous, les solutions auxquelles on est arrivé, en fait, est d'une part d'utiliser des nodes dédiées qui avaient plus de RAM, pour éviter, si ça bouffe de la RAM, il y a toujours la solution de, on va mettre plus de RAM, comme ça il pourra en manger plus avant d'avoir un problème. Évidemment, le souci, c'est que du coup, ça coûte plus cher, et donc dans des soucis d'optimisation, si on peut éviter, c'est mieux. Et l'autre solution qu'on a mis en place, du coup, est d'isoler le point de rupture, histoire de se dire que si on perd ce Prometheus-là, on ne perd que les métriques pendant le temps où ça va péter. Donc pour ça, on utilise une instance de Prometheus qui est dédiée à la métrique des collègues Istio et qui du coup ne fait que ça. Et on utilise aussi les ressources limites et les ressources request qui sont inclus dans Kubernetes pour qu'ils ne fassent pas planter le node et qu'il soit viré avant. Derrière ça, à terme, on va mettre un autre cluster Kubernetes qui lui va venir récupérer. Je répondrai aux questions après, par contre, je vais essayer de finir. Qui va venir du coup récupérer toutes ces données qui sont agrégées dans ce Prometheus-là, les agréger davantage et venir les mettre dans du stockage à plus long terme pour une exploitation plus tard. Je referai peut-être un talk dessus une fois qu'on l'aura mis en place. Et donc voilà, donc malheureusement, les seules solutions qu'on a eu pour l'instant, c'était il faut mettre plus de puissance et si ça pète, il faut en sorte qu'il n'y ait que ça qui pète. Et donc aujourd'hui, ça marche bien. Et donc voilà, on arrive à la fin de ma petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions, allez-y. Merci beaucoup, Guillaume. On a eu quelques questions dans l'onglet questions, au moins deux.
Je ne sais pas si tu le vois. Ouais. Déjà Sylvain qui te demande si on peut mettre les jobs dans un namespace non géré par Istio. Alors oui, tout à fait. C'est une possibilité. Puisqu'en fait, Istio, quand il vient injecter un sidecar, comme j'expliquais, et ce sidecar, il injecte pas n'importe où. Il injecte uniquement en fait quand il vient trouver une annotation spécifique dans Kubernetes qui lui dit injecte ici. Et donc il suffit effectivement, si tu veux pas complètement te passer de la problématique, il suffit d'avoir un namespace à part où tu n'as pas cette annotation là, et donc du coup Istio viendra pas injecter. Par contre, du coup, la contrepartie est que comment ça s'appelle, et que du coup tout ce namespace là n'apparaîtra pas en fait dans les outils de monitoring Istio. Et un autre truc auquel il faut faire attention aussi est que il faut bien s'assurer que dans la définition du sidecar, tu as une liste en fait dans laquelle tu peux donner que le fait que le sidecar, le système Istio peut permettre d'accéder hors du système à tel namespace ou à tel système ou des choses comme ça. Et donc du coup, il faut bien faire en sorte que si tu veux que tes services internes à Istio parlent à ces trucs-là, de bien intégrer ce namespace-là. On avait eu la problématique quand on avait des problématiques, puisque les éléments dont je parlais là, qui créent des jobs justement, ils doivent interagir directement avec l'API Kubernetes. Et par défaut, le proxy Istio permet pas de discuter directement avec l'API Kubernetes. Il faut lui spécifier que tu autorises ton application à parler directement avec cette API-là. Donc c'est le même système. Voilà. Ok, ça marche. Nouvelle question. Des retours d'expérience sur la bascule des ingress vers Istio. Non, désolé, mais pour l'instant, nous, on est resté sur les Ingress Nginx. Peut-être à terme, mais comme j'expliquais, je suis tout seul en tant que DevOps chez Tister, et ça prend un certain temps. Donc peut-être à terme, mais aujourd'hui, j'en ai pas, désolé. Sinon, il y a la question d'Hervé, je vois aussi. Vas-y, je t'en prie. Que je vais être désolé de décevoir, mais nous, on n'a pas encore mis en place Jaeger, puisque Jaeger, comme j'expliquais, nécessite des modifications au niveau applicatif, puisque Jaeger fonctionne à l'aide d'un header, parce que Istio vient rajouter un header spécifique sur les communications qu'il route, et il se sert de ce header en fait pour savoir que c'est bien le même paquet qui s'est promené partout, et donc du coup il faut que chacun des microservices vienne forward ce header sur les requêtes qui suivent. Et comme on n'a pas du tout fait ces modifications-là, aujourd'hui Jaeger nous donnerait du coup des informations sur un paquet d'un point A à un point B, mais il serait incapable de nous dire que ce même paquet a déclenché un paquet du point B au point C. Là. Et je crois qu'on est pas mal. Ah, une nouvelle. Alors, utilisez-vous également des network policy en complément d'Istio pour faire de la segmentation entre namespace? Alors, la problématique, c'est pas encore posé chez nous, puisqu'aujourd'hui, en fait, dans notre cluster, on n'a en gros qu'une vraie application qui fonctionne, et aujourd'hui, on se sert des namespaces pour séparer un peu quelques logiques. Parce que, par exemple, on va avoir notre namespace principal dans lequel on va avoir l'ensemble des API dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va avoir deux namespaces séparés dans lesquels on va venir tourner on va dire des charges de calcul qui sont de types différents. Et donc, on l'utilise plus pour nous organiser de manière logique aujourd'hui que pour une vraie segmentation. La segmentation, en fait, entre ce qu'on veut segmenter, aujourd'hui, on l'a fait directement au niveau de Google, puisque du coup, notre dev par exemple, notre dev et notre prod sont dans des clusters différents, dans des projets différents. Donc, c'est utile, on peut en avoir, mais nous, on n'a pas la problématique. Peut-être dans le futur. Ok, cette fois-ci, je crois que c'est terminé. On a Damien qui tape dans le chat. Je ne sais pas si c'était pour une question. Allez, on en prend une dernière. Ok. Est-ce que vous avez utilisé des external services? Non, malheureusement. C'est un sujet que j'aimerais bien creuser à terme d'ailleurs, ce serait sympa si la problématique se pose, puisque
Effectivement, c'est un des sujets que j'ai pas abordé, mais un truc que permet aussi un service mesh, et puisque comme je vous l'expliquais, nous, notre problématique est essentiellement au sein d'un seul cluster Kubernetes dans un projet Google. Donc on n'a pas cette problématique de connecter avec des services externes. Mais effectivement, le Istio, du coup, et les services mesh en général vous permettent du coup de venir rajouter des éléments externes à votre mesh. Et du point de vue du mesh, en fait, pour vos applications, ce sera comme s'ils étaient au même endroit. Ça permet de venir mailler tout ça, donc de faire du multi-cluster, d'avoir un service à droite à gauche sur un serveur qui vient se plugger là-dessus. Et je serais très intéressé de faire ça, puisque c'est de la configuration qui est un peu plus complexe déjà que juste le cas d'usage par défaut. Ça promet d'être assez sympa. Donc, voilà. Et je crois que cette fois-ci, c'était bien la dernière. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Guillaume, pour ta présentation, pour cette proposition. Super ex, très clair. Je pense que Et de rien, c'était un plaisir de venir présenter. Apprécié. Et puis, désolé pour les Nantais qui espéraient qu'on se retrouve pour quelques parts de pizza et quelques bières, mais l'actualité nous a malheureusement rattrapés. Voilà. Vaccinez-vous, mettez des masques et la prochaine fois, on se fera bien. C'est ça. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.